Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. Merci de votre fidélité, merci de nous faire l'amitié et de nous continuer comme ça à nous écrire et à nous suivre sur notre page Facebook et bien évidemment en direct sur YouTube et bientôt également en différé sur le site de Radio-Québec Plus. Nous poursuivons notre série de rencontres avec des intellectuels arabes et autres qui, bien sûr, on parle des sujets qui continuent à intéresser et la communauté musulmane et la société en général. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très à la mode. On va parler de radicalisation, d'islamisme, d'islamophobie. Déjà, au niveau du lexique, si vous avez bien suivi un peu l'évolution, on a parlé à une certaine époque d'intégrisme, de fondamentalisme, d'extrémisme. Aujourd'hui, on parle de radicalisme, donc de radicaux. Le problème radical, c'est un peu très flou. Karl Marx, à une certaine époque, disait qu'être radical, c'est s'attaquer à la racine du mal. Or, la racine du mal, c'est l'homme lui-même, comme il disait lui-même. Donc, c'est un peu compliqué quand on parle de radicalisme. Pour avoir un éclairage, des explications, enfin pour aller un peu plus en profondeur concernant ce sujet, notre invité ce soir, il connaît très très bien le sujet. Il est bien sûr dans le département de sociologie de l'Université de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Il s'agit bien sûr du professeur Rachid Antonius qui est avec nous ce soir et que qui nous souhaitons bien sûr la bienvenue ce soir à notre émission. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être ici. Très bien. Donc, vous êtes un peu dans votre élément naturel quand on parle de ces sujets-là, puisque ça constitue un peu votre matière première. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué ce changement au niveau du lexique depuis un certain temps? Donc, il y a une évolution, on va vers une sophistication, beaucoup plus de précision quand on veut décrire un phénomène comme ça. Oui, mais vous savez, avant qu'il y ait ce changement dans le lexique, il y a eu un changement dans le type de problème qu'on se posait au départ. C'est-à-dire, il y a 25 ans, moi je suis là depuis plus que 40 ans, quand on parlait des communautés musulmanes et arabes, parce que je travaille sur ces questions depuis longtemps, les questions qui se posaient, c'était la discrimination, les inégalités, et quand on parlait de violence politique ou de terrorisme, c'était toujours loin, c'était toujours des choses qui se passaient là-bas, ailleurs. En parlant des communautés ici, les questions qui se posaient, c'était celle de l'inclusion, de la discrimination ou pas, et ainsi de suite. Et la question de la radicalisation n'est arrivée qu'assez tard dans le vocabulaire, mais surtout dans les préoccupations. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a quelques années, on ne parlait pas de radicalisation, on parlait plus de fondamentalisme, d'intégrisme, de trucs comme ça, d'islam politique. Et puis, c'est depuis, en effet, depuis que l'action politique violente qui caractérise certains groupes au Proche-Orient, depuis que cette action-là s'est transposée en situation de migration en Occident, c'est-à-dire en Europe ou en Amérique du Nord, c'est à ce moment que les autorités se sont dit, bon, qu'est-ce qui arrive? Il ne faudrait pas que les jeunes qu'on accueille ici dans le cadre de ces communautés immigrantes se radicalisent, et dans leur tête, ils voulaient dire la radicalisation menant à la violence. Alors souvent, quand on emploie le mot radicalisation, ce qui est sous-entendu, c'est pas juste radicalisation, c'est radicalisation menant à la violence. Parce que vous l'avez souligné vous-même, être radical, c'est une bonne chose, c'est-à-dire c'est aller à la racine des choses. Moi, j'estime que moi-même, je me définirais comme radical sur un certain nombre de questions. Ça veut dire que j'essaye d'aller à la racine des choses, j'essaye de résoudre les problèmes dans leur fond. Et le problème avec ce qu'on appelle la radicalisation violente, c'est que d'une part, elle mène à la violence, donc c'est pas n'importe quelle radicalisation, mais deuxièmement, il y a un lien entre la violence à laquelle ça mène et cette forme particulière de radicalisation. Et pour comprendre ça, il faut retourner à
l'évolution récente de la région arabe et des impasses politiques et sociales et politiques dans lesquelles on est arrivé, et économiques, pardon. Et c'est en réponse à ces impasses qu'il y a eu des courants politiques, des acteurs politiques qui sont allés, qui voulant aller à la racine des choses, ont interprété les textes très littéralement. Et voulant aller à la racine des rapports de force, sont allés jusqu'à la violence pour mettre en œuvre leur programme politique. Et c'est à partir de ce moment, quand il y a eu des gens en Occident qui se sentaient faisant partie de ces groupes-là et qui ont voulu, si vous voulez, mener l'action ici, qu'on a commencé à parler de radicalisation menant à la violence. Très bien. Donc, je vais saisir un peu la balle comme ça en l'air et on va un peu insister sur ce point précis. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la radicalisation est possible sans toutefois parler justement des sources qui alimentent les viviers de cette radicalisation-là et qui est la situation dans le monde arabe? Tout à fait, vous avez tout à fait raison là-dessus. Moi, je pense qu'il n'est pas possible de résoudre le problème de la radicalisation comme si c'était un problème de gens qui sont mal dans leur peau alors qu'ils vont y commettre des choses un peu extrêmes. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a dans le lot, il y a des gens qui ne résolvent pas certains de leurs problèmes existentiels et puis trouvent dans cette forme de radicalisation violente une façon de sortir de leur milieu, de s'oublier eux-mêmes. Donc ça existe, ces formes que je dirais, je ne veux pas avoir l'air de porter un jugement trop moral là-dessus, mais d'être des formes que j'appelle pathologiques, c'est-à-dire de gens qui ne fonctionnent pas bien dans leur société et qui se retrouvent dans des réseaux radicalisés et violents, essentiellement parce qu'ils n'ont pas su fonctionner autrement. Ça existe. Mais c'est pas par ça qu'on explique le phénomène en gros. Il faut regarder que la situation dans le monde arabo-musulman, où on voit qu'il y a des acteurs politiques qui ont fait le choix de la violence politique, et là on peut se demander pourquoi. Et pourquoi ce type de violence? Et comment il décide, comment il détermine qui est l'ennemi et qui est l'ami, qui est l'allié. Alors, il faut regarder tout ça et se dire que la radicalisation violente, si on veut vraiment apporter une solution sérieuse au problème, il faut l'apporter globalement. C'est-à-dire à la fois en empêchant les jeunes de se radicaliser. Ce que fait quelqu'un comme Denis Abouzar en France peut être très intéressant au niveau psychologique. Mais ce n'est pas là que se trouve l'essentiel du problème. C'est vraiment dans les rapports de force, à la fois dans le monde arabe et en Occident, entre les communautés musulmanes et les sociétés d'accueil. Déjà, une forme de perception par rapport à certains éléments que nous voyons dans le monde arabe, de la part des Occidentaux, c'est, comme vous l'avez dit, qui est l'ennemi, qui n'est pas l'ennemi. Parfois, on est un peu aussi perdu dans la classification qu'ils font par rapport à certaines choses. Qui est freedom fighter et qui est terroriste? Oui, mais ça c'est assez facile à trancher, dans le sens où c'est tellement opportuniste, ça devient tellement évident. Quand Ronald Reagan va à l'entrée de la Maison Blanche et qu'il a présenté les talibans comme étant des combattants de la liberté, des freedom fighters, moi j'ai encore les images, j'ai encore les photos de journaux, de ça je les ai conservés, et puis on voit bien que c'est très opportuniste et qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu intellectuel. On sait qu'il mente. Ça devient plus compliqué quand il y a des véritables mouvements qui ont une base populaire sérieuse, qui luttent pour leur émancipation et donc qui ont une certaine valeur d'émancipation, mais qui ont adopté comme lunettes pour observer le monde et pour décider contre qui vont se battre, qui ont adopté une lecture très
rigide et intransigeante des textes sacrés, et là ça mélange tout. Là ça mélange tout, parce qu'il y a des luttes sociales, politiques, pour la justice qui valent la peine, mais quand elles sont mélangées dans avec des considérations de type religieux ou spirituel, ben ça mêle les cartes et ça ne mène pas nécessairement à des luttes de libération. Certains pourraient qualifier votre discours comme ça, de discours de gauchiste, et il vous dira, par exemple, comme les Finkielkraut, ou même Jamila Benhabib ici, etc., que la violence, elle est dans les textes coraniques eux-mêmes. Cette violence-là, le verre est dans la pomme. Et donc on a beau dire, oui, c'est les conditions socio-économiques dans le monde arabe, politique, etc., mais c'est le discours religieux lui-même qui est à réformer, à revoir, etc. Vous savez, il y a quelque chose de vrai dans ça, mais comme toute pensée, si on n'est pas très clair et très rigoureux sur les contours exacts de ce qu'on dit, on peut dire des énormités. Alors, si on regarde les textes sacrés, on va trouver effectivement certains versets qui encouragent une violence presque irrationnelle envers les autres à partir du moment où ils sont en dehors de la religion, qui sont mécréants. On peut trouver ça. Mais on va trouver aussi, et c'est dans les présentations que je fais, je commence toujours par montrer les versets de paix. Je dis, voici tous les versets qui encouragent à reconnaître l'autre, à l'estimer en tant qu'être humain, et ainsi de suite. Et il y a aussi des versets qui encouragent la violence. Alors, le texte lui-même ne dit ni l'un ni l'autre, parce qu'il dit les deux. Alors, il faut interpréter. Alors, quelqu'un qui veut trouver des raisons de justifier la violence contre les autres, les étrangers, les mécréants, va trouver. Quelqu'un qui veut trouver des raisons pour, au contraire, être ouvert, être accueillant, être hospitalier, va trouver. Et je crois que ce que je dis a une conséquence, c'est que ce qui explique qu'un mouvement devienne violent ou pas, c'est pas le texte sacré. Parce que justement, il y a les deux. C'est le contraire. Parce que c'est ça, le propos est là. C'est-à-dire que les textes sacrés, théoriquement, c'est la parole divine. Et cette parole divine-là, elle est interprétée par des hommes. Elle est interprétée. Et alors on se dit, pourquoi à telle époque, telle interprétation est plus dominante, et à telle autre époque, telle autre interprétation est plus dominante. Étant donné que les deux interprétations on peut les justifier, là, on ne peut plus dire c'est le texte. Parce que le texte, il donne cette interprétation, ceci. Le texte a aussi donné des soufis. On passe ces jours-ci, je crois, un film qui a été fait à partir d'un roman très intéressant, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, par exemple, où c'est l'histoire d'un homme qui avait cette sagesse traditionnelle musulmane avec un certain soufisme, où c'est la spiritualité qui prend le dessus sur les aspects rituels. Vraiment, le spirituel est plus important que le rituel. Et beaucoup de gens vous diront, beaucoup de croyants vous diront, dans l'islam, c'est le spirituel qui est plus important que le rituel, et d'autres courants, surtout influencés par l'Arabie Saoudite, vont vous dire c'est plus le rituel qui compte. Et là aussi, quand on parle d'interprétation, il faut la maintenir bien encadrée dans le contexte qui a vu la naissance de ces textes coraniques ou des textes sacrés. D'ailleurs, une expérience en Algérie, pour raconter un peu une anecdote, pour rapprocher ce qu'est en train de dire le professeur, un grand exégèse donc, du Coran, Ta'alibi, qui avait interprété un passage de Surat An-Naml, où bien sûr, dans le texte coranique, il explique un peu le miracle qu'avait Sulayman pour pouvoir comprendre le langage des animaux. Et Ta'alibi, donc, il souligne le fait que la fourmi qui donc voit un peu l'armée de Salomon qui arrive et qui invite ses amis un peu à aller se cacher de peur d'être écrasés. Et Ta'alibi, il souligne ici, il dit pas, moi je ne m'intéresse pas au miracle. Il dit le grand miracle ici,
c'est le sens communautaire de la fourmi. Ah, Qui n'a pas pensé seulement à sauver sa peau, mais à sauver la peau de sa communauté. Il disait ça alors que l'Algérie était sous occupation française. Et donc il invitait les gens à être beaucoup plus solidaires, etc. Donc on reste un peu dans l'interprétation, il ne faut pas la sortir comme ça. Mais vous savez donc le problème principal pour moi que je vois aujourd'hui, c'est pas tellement quand on parle de radicalisation, c'est pas tellement la violence. Okay? La violence est une difficulté, un obstacle, mais c'est pas un problème intellectuel dans le sens où il n'y a personne qui est, enfin, il n'y a pas de courant majeur dans l'histoire des sociétés musulmanes où on considère que la violence est une bonne chose. Personne la, même ceux qui la pratiquent disent on est obligé parce qu'on est en légitime défense. D'accord? Donc le problème n'est pas tellement la violence pour moi, parce que c'est facile de voir la violence et de la dénoncer. Alors un des effets par exemple de cette question, de cet aspect-là, c'est que quand dans les sociétés arabes et musulmanes, on a vu ce que Daesh fait et le type de violence que l'État islamique faisait en Syrie, en Irak, beaucoup de gens ont dit non, ça c'est pas nous, c'est pas notre islam. Donc la violence, on la reconnaît puis on la rejette. Le problème, c'est tous les aspects qui ne sont pas nécessairement violents, mais qui ont découlé de cette logique salafiste et wahhabite de la lecture du texte, et qui amène des obstacles additionnels quand on est en situation de migration. Parce que j'aimerais vous raconter une anecdote, si vous me permettez, très personnelle. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai travaillé en Égypte pas très longtemps, mais je faisais des recherches là-bas et je voyageais dans le désert beaucoup. Et j'ai deux images que je garde en tête qui sont tout à fait opposées, contrastées. La première, c'est que c'était le mois de Ramadan, c'était l'été, il faisait très chaud et j'avais un très long voyage à faire en taxi dans le désert. Évidemment, tout le monde jeûnait et le taxi s'est arrêté pour que les gens fassent la prière à leur rituel et tout. Et puis un ouvrier du désert monte dans le taxi et commence à manger un sandwich. Et là, moi, je m'attendais à ce que, bon, les gens réagissent très mal. Et là, le chauffeur de taxi se penche vers son coffre à gants, il sort 2 concombres frais, et il se retourne vers le type qui mange, et lui dit, écoute, moi je jeûne, je ne pourrais pas les manger, tiens, prends-les, désaltère-toi avec ça. Alors, j'ai trouvé ça admirable, parce que ce chauffeur de taxi n'a pas jugé. Lui, il jeûne, lui, il s'arrête pour prier, il ne juge pas l'autre, l'autre est en voyage, il a 1000 raisons de jeûner ou de ne pas jeûner, il le juge pas et il lui dit, bon, moi voilà, j'ai ça, je ne vais pas manger, je le donne. C'est une attitude dans laquelle moi j'ai grandi, cette vision de l'islam. Je contraste ça avec quelque chose de très récent, où je voyageais de Tunis au Caire, toujours au moment du Ramadan, et vient l'heure de la rupture du jeûne. Et quand c'est la rupture, ben, les hôtesses commencent à servir le repas à tout le monde. Et il y a un monsieur qui se lève et qui dit « Moi, je vois le soleil, ce n'est pas encore l'heure, et donc vous ne devez servir le repas à personne. » À personne en plus. Voilà. Alors, les gens m'ont dit « Écoute, tu ne veux pas manger, ne mange pas. Mais d'abord, c'est l'heure. Tu vois le soleil parce qu'on est en avion. Ensuite, on est en voyage. Quand on est en voyage, on peut être dispensé. Et en troisième lieu, ce n'est pas de tes affaires. C'est-à-dire tu es libre avec ta conscience, mais laisse les autres. Alors, mais ça reflète, cette attitude reflète une certaine rigidité qui est devenue, je ne dirais pas dominante, mais qui est devenue très présente dans les sociétés musulmanes à cause essentiellement de la propagande wahhabite qui est financée depuis 50 ans, 40 ans. Et je pense que ce type de radicalité pose des problèmes en situation d'immigration quand on doit s'adapter. Il me semble que là, le problème est plus difficile à résoudre que la question de la violence, qui, conceptuellement, elle est plus facile, on peut plus facilement la condamner. Et pourtant, ce monsieur-là, il est même autorisé à manger durant le voyage. Il n'est même pas obligé d'attendre. Absolument. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ça que les gens l'ont dit. Oui, mais alors il y a des gens... Alors,
Vous voyez, récemment, dans plusieurs pays arabes, par exemple, des gens qui mangeaient même très discrètement durant le ramadan à l'intérieur de restaurants avec les portes à demi closes, la police venait les arrêter, même en Égypte. Et donc, vous voyez, ce type de radicalité ou de radicalisation, pour moi, me semble plus importante d'abord, il faut la résoudre, et plus difficile à résoudre parce que où est-ce qu'on met la limite? Et qui met la limite? Certains justement, vous avez parlé des niveaux de violence qu'on a vus chez Daesh et ailleurs, et qui n'ont, rappelons-le encore une fois, qui n'ont rien à voir avec ni les textes sacrés, ni avec la vie des gens et la majorité des musulmans et de tous les peuples de la région. Certains disent que ces niveaux de violence-là, ils sont d'abord le résultat de la violence que les régimes ont fait subir à des opposants, à des oppositions qui vivaient un peu de manière un peu... Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai une façon de voir ces choses-là qui est la suivante. C'est que, je dis, la révolte, le fait que les gens se révoltent contre un système injuste, ça, c'est des facteurs socio-économiques qui l'expliquent, socio-économiques et politiques. L'exclusion, l'injustice, l'exploitation, la domination coloniale, tout ça, ça explique qu'on veuille se révolter. Mais après, pourquoi on se révolte de cette façon-ci plutôt que cette façon-là? Comment on détermine qui est l'ennemi, qui est l'ami? Ça relève de la culture politique. Et là, la question de quelle lecture on fait des textes sacrés, elle rentre là. Et là, par exemple, si vous lisez, moi je regarde beaucoup maintenant les penseurs, Majlis al-Ifta, par exemple, en Arabie Saoudite ou en Égypte. Bon, alors, ce qu'ils disent, vous voyez, ils justifient un peu ces violences. Eux, ils justifient. J'ai même vu une femme, professeure du Azhar, il y a quelques mois, dans un programme de télévision, dire que, d'après la religion, prendre des femmes comme butin de guerre, des femmes ennemies, et les réduire en esclavage sexuel, c'est tout à fait légal et c'est dans le Coran. Alors, ça, c'est une professeure du Azhar et une femme en plus. Ouais. Alors, je dis ça pour dire que il y a une bataille intellectuelle à faire à ce niveau, et il y a un lien à faire entre une certaine lecture des textes qui me semble biaisée, mais qui est faite par des gens, et le type de violence qu'on fait. Mais les gens qui font les fatwas, etc., en réalité, ce sont des fonctionnaires des régimes en place. Pas tous. Beaucoup sont convaincus. Écoutez, si vous allez voir les sites salafistes, il y a des centaines d'intellectuels qui écrivent des livres, qui théorisent, qui justifient. Abu Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'État islamique, a un doctorat de sharia en études islamiques. Et donc, il justifie chaque décision qu'il prend avec des versets. Donc, ce que je dis, c'est que il faut regarder le problème dans ces trois dimensions. J'ai parlé de deux dimensions, mais il y a la troisième. La première, c'est que c'est une révolte contre l'injustice, contre des régimes qui les oppriment. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais ensuite, la façon dont on se révolte, qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers? Qui on tue? Quand est-ce qu'on peut tuer? Tout ça, ça dépend de la culture politique. Et là, il y a des cultures politiques très différentes. Vous avez une culture... La culture dominante dans les 14 siècles d'existence de l'islam est une culture de tolérance, de respect de l'être humain, de respect des autres, et ainsi de suite. Et il y a des périodes où ça a été les orientations les plus rigides qui ont pris le dessus. Comme maintenant, je ne dirais pas qu'elles ont pris le dessus, mais elles sont très peu puissantes. Et le troisième facteur dont je n'ai pas parlé, c'est le facteur géopolitique. Ça, c'est quand les puissances coloniales prennent ces groupes les plus radicaux et les appuient et leur donnent des armes et les poussent à eux devenir les leaders de la communauté et des sociétés arabes. Quand on joue aux apprentis sorciers, généralement. Mais
Je parle même pas des talibans que les Américains ont appuyés, ni de Daesh que les Américains ont appuyé indirectement via la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite elle-même, vous voyez, c'est le meilleur allié de l'Occident, mais l'Occident a choisi cet allié-là contre les forces nationalistes, parce que c'était plus facile de les manipuler, de les faire travailler pour l'Occident. Alors il y a tout ça qui rentre en jeu et qui nécessite qu'on fasse un retour critique sur notre propre culture. Très bien. Nous allons faire une petite pause et au retour, nous allons voir avec le professeur, est-ce qu'un islamisme porteur d'espoir est-il possible? Et nous allons également parler d'islamophobie, les racines, les raisons derrière tout cela. Et en parlant, juste avant d'aller à la pause, en parlant de discours religieux et de violence au niveau du discours, alors que le professeur parlait, je me suis rappelé une vieille phrase justement des révolutionnaires en France, qui, je crois que ça a été même repris par les étudiants en 1968, qui disait « pendre le dernier professeur avec les tripes du dernier prêtre ». Ce qui est extrêmement violent. C'est très très violent. Je ne sais pas si vous voyez l'image, heureusement que ça n'a pas été mis en pratique. Donc on va prendre une pause et on vous revient tout de suite après.